Et le colonel Brault disait que ce sont les initiatives individuelles qui ont permis l'éclosion de ce que nous avons à présent. Ça me paraît déjà être un résumé qui, par son côté positif, permet de bien sentir ce qui s'est passé ce matin. J'ai un regret, un gros regret sur cette matinée, c'est que nous avons vu des aviateurs, nous avons entendu des aviateurs, un marin qui s'est exprimé, et quand même j'ai trouvé que l'armée de terre était un petit peu absente. Alors je comprends très très bien que dans l'organisation de cette journée, par l'histoire qu'il y a entre Numérica et les forces armées, histoire qui passe par les forces spéciales air, comme ça a été rappelé ce matin, je comprends très bien que naturellement on se retrouve avec beaucoup d'aviateurs. Néanmoins, je pense que on a une petite marge de progrès, Monsieur Stenta. La prochaine édition, parce que je ne doute pas qu'il y ait une prochaine édition, peut-être faire parler quelques hommes en kaki qui ont aussi des choses à dire. Et on l'a vu ce matin, qui ont une vision différente des choses. Et nous avons un gros travail devant nous, nous les armées, c'est déjà d'essayer de partager une évaluation de la situation en termes d'AELI. J'ai donc, 33 minutes pour résumer 3 heures. Donc, à l'appui de ce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne vais pas tout résumer, je vais vous dire ce que je retiens. D'abord, je voudrais dire que mon travail est grandement facilité par la grande cohérence de tout ce qui a été dit ce matin, surtout par les opérationnels entre eux, les universitaires, et j'en sors un rétexte tout à fait positif de ce qui a été fait jusqu'à présent, et un travail considérable qui reste à accomplir. Il n'y a plus qu'à voir comment. Je le répartirai sur 4 domaines. Le premier, c'est valoriser le potentiel existant. Il y a un potentiel dans les armées par les hommes, par les équipements, par nos doctrines, car elles existent. Alors, je dirais plusieurs fois, elles sont méconnues, voire inconnues. Et en tant qu'ancien directeur du Centre de concept et de doctrine interarmée, je le regrette, mais c'est un fait. Même au CPCO, les doctrines ne sont pas connues. Ça sera, je pense, une première marge de progrès. Mais nous avons un véritable potentiel, et il est évident, après les débats de ce matin, et surtout après avoir vu passer ceux qui étaient au combat, que l'intelligence va nous venir du terrain. Tout ce qui est en train de se mettre en place va nous venir du terrain, et ça, c'est une excellente nouvelle. Il nous faut quand même améliorer la connexion entre les différents acteurs, et ça commence, et c'est quand même malheureux, parce que ça fait plusieurs dizaines d'années que les 3 armées sont censées travailler ensemble. Ça commence par une amélioration de la connaissance mutuelle. C'est quand même dommage d'apprendre que le même mot a une signification différente sur le terrain, quand il est exprimé par un terrien ou par un aviateur. Ça n'est pas normal. Ça n'a pas été dit ce matin, mais en tant qu'ancien commandant des forces aériennes, je peux vous dire que c'est une réalité. Nous avons une grande marge de progrès interne dans la défense sur ce domaine-là. Il faut que nous apprenions à mieux conjuguer les effets des différentes composantes. Je passe sur les guerres picrocolines. Il y a derrière cette connaissance mutuelle, nous avons chacun une spécialité dans les effets que peuvent produire nos forces, et je crois que l'AELI est un des domaines qui peut nous aider à mieux conjuguer cette affaire. Je ne le crois pas, j'en suis convaincu, mais ça a été dit ce matin. Cela étant, il faut rester interopérable, c'est-à-dire que le risque, en se mettant les 3 ou 4 composantes, je sais pas s'il faut considérer les forces spéciales comme une composante à part, je rentre pas dans ce débat, mais les différentes composantes, si on cherche simplement à être plus efficace ensemble, on risque de se couper de l'interopérabilité. Et donc 1 plus 1 plus 1, ça va pas forcément faire 3 du premier coup, de façon à rester interopérable. C'est une difficulté, une très grosse difficulté, l'interopérabilité, qui a été largement évoquée, en termes doctrinaux un petit peu, en termes techniques beaucoup, et en termes de risques industriels
extrêmement bien évoqué, c'est-à-dire que le meilleur moyen d'être opérable avec les Américains, c'est de n'acheter que du matériel américain. Bon, c'est pas le but du jeu, nous sommes bien d'accord. Cela étant, rassembler les différentes composantes sur une même action, tout en restant interopérable, est un défi qui sera intéressant à relever. Tout ça pour, et là j'en viens au propos du général Gaviard, partager la situation. Alors partager la situation en horizontal, c'est-à-dire au même niveau de l'opération terre-air-mer, mais aussi en vertical. Il faut que les chaînes, et ça a été dit par les forces spéciales notamment, il faut que les chaînes, les différentes chaînes dans l'opération sachent partager la même vision. Il faut que ce que voit l'unité sur le terrain soit aussi connu au niveau stratégique. Et lorsqu'on va faire ceci, on va fusionner des données. Et fusionner des données, si on le fait automatiquement, on va se planter, ça a été dit plusieurs fois. Il faut l'intervention humaine au bon niveau dans la fusion des données. C'est un domaine extrêmement difficile, sur lequel je crois qu'il y a beaucoup de progrès à faire, et nous avons besoin des ergonomes pour faire ces progrès. Maintenant, je préciserai aussi qu'on a besoin que les ergonomes laissent les progrès se faire, puisque ce que j'ai connu dans les programmes ne nous a pas forcément permis de progresser aussi vite que prévu. Donc ça, c'était le premier point, valoriser le potentiel existant. Deuxième point, synchroniser le rythme de bataille. Pour ça, le terme d'intégrer les outils a été cité. C'est assez difficile de savoir tout ce qu'il y a derrière intégrer les outils, puisque encore une fois, si vous allez vers l'intégration maximale, il faut aller acheter de l'autre côté de l'Atlantique. Donc intégrer les outils, oui, mais restons raisonnables. Intégrons au bon niveau, là où nous en avons besoin. Intégrer les modes d'action, c'est une conséquence du décloisonnement dont nous avons besoin. Les modes d'action sont encore, dans les doctrines, pas encore assez proches. Ils se rapprochent sur le terrain après 15 jours, 3 semaines, 1 mois d'opération, parce qu'à force de laisser les hommes ensemble, ils se mettent à travailler de façon très intelligente. Mais nous avons encore un progrès à faire sur l'intégration des modes d'action. Et là, les techniques qui sont développées pour la HELI peuvent nous aider à partager la même vision des choses et donc intégrer ces modes d'action. Décloisonner les acteurs sur le terrain, c'est une difficulté qui s'amenuise puisque maintenant le commandement devient de plus en plus cohérent. Les systèmes de commandement mis en place pour les opérations commencent à donner des ordres de plus en plus cohérents aux différentes unités. Donc ça va dans le sens du décloisonnement des acteurs, mais encore une fois, les travaux qui sont menés ici peuvent permettre, dans le domaine de l'air-sol, d'aider ce décloisonnement. Et enfin, le rôle essentiel d'une formation commune a été relevé par le colonel Aubé. J'y crois vraiment. Nous avons des éléments de formation commune. Nous avons une école de guerre, nous avons un CHEM, nous avons comment s'appelle cette conférence des grandes écoles militaires là, avec le CIGEM. Merci. C'est un début. Mais des écoles communes, c'est du bon sens naturel que d'avoir une seule école pour faire de l'appui aérien. On a mis quand même une vingtaine d'années à avoir ce bon sens. Nous avons une marge de progrès là-dessus. Le troisième domaine, c'est comment passer de ce lien qu'il y a eu entre les forces spéciales et l'Airland Integration via Numérica, comment passer à quelque chose de plus général pour l'ensemble des forces armées. Alors déjà, ce n'est pas ces travaux de Numérica qui ont créé l'Airland Integration. Ils l'ont favorisé. La première expression écrite, ça a été rappelé ce matin, c'était ce concept Odessa, qui n'est pas un concept, qui est une doctrine, mais c'est pas grave, qui a exprimé un besoin. Mais c'était encore très air-centré, n'en déplaise au colonel Granier, c'était trop air-centré et pas forcément lisible par les autres armées. Avec ce travail des forces spéciales qui ont cette qualité innée des forces spéciales à mélanger le mieux possible les différentes capacités d'armée, nous avons fait un progrès considérable et maintenant il faut l'étendre à l'ensemble des forces
appelons-les conventionnels. Ça a été rappelé ce matin, les forces spéciales travaillent souvent dans l'urgence. L'urgence liée au milieu hostile, l'urgence liée à une menace qui va brusquement se matérialiser et qui peut être létale. Les forces spéciales ont aussi de façon très prégnante ce besoin de discrétion. Ça a été rappelé par l'ensemble des acteurs des forces spéciales, que ce soit dans leur communication, même dans la visualisation d'un écran, ou dans la connaissance de la position du bateau. On a votre bateau qui, puisqu'il est discret, n'est vu par personne, notamment pas par les troupes amies. C'est pas une bonne chose. Donc, ces données de base des forces spéciales restent les mêmes pour les forces conventionnelles. Maintenant, on peut sans doute libérer un petit peu la contrainte. Et donc, pour généraliser cette ALI, on peut faire un bilan des véritables besoins, de ce qui reste prégnant comme véritable besoin et de ce qui laisse un petit peu de marge de manœuvre. Cela étant, la relation qu'il y a entre les forces spéciales qui sont agiles, qui peuvent changer de doctrine extrêmement rapidement, qui sont faites pour s'adapter au terrain, et les PME, cette relation est évidente. Et j'ai très peur, j'ai pas la réponse, mais j'ai très peur qu'on puisse dresser la même relation entre les armées et les grands groupes. Et à ce moment-là, on se retrouve avec une césure qui n'est pas au bon endroit si on veut prolonger les travaux d'Airline Integration qui ont été faits jusqu'à présent vers les armées. Alors, cette analogie est très théorique. Cela étant, il ne faut pas négliger les freins qu'il va y avoir dans les différents états-majors, état-major d'armée, état-major de l'EMA, pour généraliser les doctrines. Cela étant, on a un certain nombre de points communs pour les forces spéciales et l'ensemble des forces. Partager les données, prendre la bonne décision. Je prends des mots qui ont été cités ce matin. Réussir la mission, sauver sa vie, éviter les dommages collatéraux et éviter les tirs fratricides. Donc, ce qu'ont lancé les forces spéciales ici avec Numérica, à mon avis, c'est quand même un lien direct avec le besoin des forces, et c'est une bonne nouvelle. Dernier point, l'industrie, je l'ai un petit peu évoqué. Je n'ai jamais été patron de PME. Quand je discute avec des patrons de PME, je sens ce que j'ai évoqué tout à l'heure, cette agilité intellectuelle, et je sens aussi une conscience très forte des risques qu'ils prennent quand ils sortent de leur domaine par le haut, c'est-à-dire qu'ils veulent apporter leur expertise aux gros industriels. Ce matin, un des intervenants industriels a parlé d'industriels référents. Ce serait une bonne idée. Bon, on a vu tout de suite que cette bonne idée va se heurter à la définition du référent. C'est-à-dire qu'il faut qu'il commence par bouffer les autres pour pouvoir être le référent. Donc là, on n'est pas arrivé. Mais il a surtout, et c'est la même personne, fait une analogie qui me fait trembler d'effroi, en disant « Les gros industriels sont les gros animaux qui ont besoin des petits animaux pour savoir où est-ce qu'il y a à manger. » Donc ça veut dire que quand les petits animaux ont trouvé, le gros va manger tout ce qu'il y a à manger, voire les petits au passage, et puis après, on est un peu planté. Je vais loin dans l'analogie, mais c'est cette liberté de parole qu'on me donne ici, donc je la prends. Mais en discutant avec des patrons de PME, c'est vraiment ce que je vois, ce que je ressens. Et donc cette analogie du gros et du petit animal, ce matin m'a fait... Allez, je vais le dire honnêtement, elle m'a plu parce qu'elle me paraît justement trop bonne. Ensuite, on a une vraie difficulté interne à la défense entre l'expression d'un besoin et la réalisation du marché. Prenez un gros programme, c'est 15-20 ans. Le besoin a changé, ça tombe bien parce que le marché n'est pas ce qu'on a demandé, mais je vais en rajouter une louche, ça tombe bien parce que ce qu'on a demandé, c'est pas ce qu'on voulait, ça évolue, bref. C'est extraordinairement compliqué. Si on reste sur ce système-là, on évacue d'entrée les PME, d'entrée de jeu. Une PME n'a pas les moyens de développer un truc pendant 10 ans pour ensuite voir si on peut l'industrialiser. Et c'est pas sa raison d'être. Donc, je sais qu'on a un plan PME, que quand on discute avec la division stratégie de la, je sais même plus si ça s'appelle division, de la DGA,
les mecs disent, ouais, les PME, c'est vachement bien. Mais dans les faits, vous allez voir les acheteurs, et les PME, ça ne les intéresse pas. Il y a des représentants de PME ici. Quand vous allez voir la DGA, ils vont plutôt vous répondre, oui, mais attendez, dans 10 ans, est-ce que vous serez encore là? Ben, je sais pas trop. Qu'est-ce que vous pouvez investir là-dedans? Ben, rien, etc., etc. On n'est pas adapté dans la défense pour faire marcher les PME. Donc c'est quand même un frein qui me semble important. Il n'a pas été cité ce matin, mais ce frein, enfin la boucle globale a été citée, mais ce frein me semble quand même extrêmement important et à garder en tête pour la suite des événements dans ces travaux sur l'ALI. Nous l'avons vu avec les opérationnels qui sont passés. C'est l'ensemble de ce qui a été fait est certes un progrès, mais il reste des obstacles. Les obstacles qui ont été cités, je les scinde dans 2 domaines. Un premier domaine interne à la défense, que j'ai déjà évoqué, c'est notre manque de confiance mutuelle. Donc ça on a encore une marge de manœuvre à l'intérieur de la défense. Je dis on, c'est vous maintenant. J'ai été très intéressé par cette défiance vis-à-vis des outils. C'est vrai, je l'avais jamais constaté, mais c'est vrai. Quand un outil arrive, on commence par expliquer qu'on n'en a pas besoin, sauf si on l'a demandé. C'est assez intéressant, et c'est un point sur lequel il faut travailler en interne de la défense. Et un troisième point qui est la compréhension de ce qu'est l'Airland Integration, chacun ayant son propre vocabulaire, son propre refus des anglicismes, sa propre vision du combat, et la vision n'est pas partagée. Et je serais même surpris qu'elle soit partagée au sein des mêmes armées. Je ne sais pas si au sein des armes de l'armée de terre, Marcel, l'Airland Integration va déboucher sur la même définition si on demande ça aux différents commandants d'armes. Ça, c'est en interne. En externe, ce que j'appelle externe, c'est ce qui doit être résolu par l'extérieur, c'est la compatibilité des outils entre eux, avec l'excellente démonstration du colonel Bro avec son téléphone de marque japonaise contre un téléphone de marque américaine. Et c'est vrai qu'ils discutent pas entre eux. Ma femme a un Samsung, c'est très bien, on est obligé de parler avec des mots. C'est une bonne chose qu'elle garde son Samsung, je garderai mon iPhone, et nous parlerons. Mais au combat, il faudrait quand même avoir des outils dont on soit sûr qu'ils discutent entre eux. Et c'est pas encore arrivé, et c'est dommage. Et deuxième point externe, c'est que ce succès de la boucle courte, et ça c'est une nouveauté pour moi, mais je trouve ça intéressant, il faut qu'on y réfléchisse. Cette boucle courte qui a été créée marche tellement bien que là-haut les chefs se disent écoutez les gars, vous avez un truc qui marche, pourquoi l'améliorer? Donc il faut démontrer qu'effectivement il y a une marge de progrès, et ça je pense que c'est un facteur externe. Des pistes pour l'avenir de cette initiative à Lens. Alors, déjà, je reprends une définition qui a été portée dès les premiers mots. C'est quel est le but de cette initiative? C'est de porter l'Airland Integration au niveau des besoins, des vrais besoins, alors, qui ne sont pas forcément les besoins exprimés. Il n'y a plus qu'à savoir définir nos vrais besoins. C'est un problème qu'on a au sein de la défense, mais il faut amener cette intégration air-surface, air-sol, on n'est même pas capable de savoir exactement ce qu'on veut dire là-dessus, au niveau de ce dont on a besoin. Je crois que les unités savent le définir très très bien, et que là on pourrait demander aux unités et pas aux états-majors. Je vois le lieutenant-colonel Fontaine qui me regarde, l'air de dire vous avez qu'à me demander, vous allez voir. Donc, ce qui revient à dire qu'il faut transformer l'Airland Integration de concept en capacité. Capacité, ça a été défini par le colonel Aubigny, avec ce fameux DORES, que je connais jamais par cœur, mais il commence par doctrine, organisation, et ça se termine par entraînement. Et là, on a un travail considérable à faire. Pour faire ce travail, il y a de l'interne, c'est évident. Il y a aussi un certain nombre de choses qui peuvent progresser au sein d'Alens. D'abord le Digital Aided CAS, le DACAS. Il a un avantage considérable, c'est de se libérer de la parole.
pas uniquement pour la discrétion qu'évoquaient les forces spéciales tout à l'heure, mais je citais l'exemple tout à l'heure à Monsieur le Ministre d'un fantassin italien qui parle à un pilote de chasse texan. Pour définir l'objectif, il leur faut entre 30 et 45 minutes. Parce qu'ils ne parlent pas le même anglais, mais alors pas du tout. Si vous passez par l'image, vous vous affranchissez de ça. Et vous gagnez un temps fou, et vous affranchissez des risques d'erreur. Donc je crois que le DACAS est vraiment la première des innovations apportées. Et là, comme on est pressé, j'aurais tendance plutôt à me tourner vers vous que vers des grands industriels qui vont nous pondre un programme un petit peu long, certes très sûr, mais certainement aussi un petit peu long. Derrière ce DACAS, il y a le problème de l'interopérabilité. Et donc, on voit tout de suite débarquer la solution évidente. Nous sommes pressés, nous voulons du DACAS, allons l'acheter de l'autre côté de l'Atlantique. Peut-être qu'il y a moyen, justement, ici, de démontrer qu'on sait le faire en interne France, ce serait une bonne chose. Mais il faut qu'il reste interopérable. Interopérable, c'est jamais absolu. Il y a une profondeur dans l'interopérabilité. Si vous voulez 100% d'interopérabilité, je l'ai dit, vous allez acheter chez les Américains. On n'a pas besoin de 100%. De quoi a-t-on besoin? On a besoin que, dans ce cas-là, l'objectif soit bien défini, que l'endroit où les troupes amies soit bien défini, et puis quelques données d'environnement. On n'a pas besoin de tout. Donc on doit y arriver, je pense, assez facilement. Tout en préservant notre belle industrie française. Un deuxième point qui peut être travaillé au sein de ce forum, c'est travailler sur la vulnérabilité d'éthique. Ça a été évoqué plusieurs fois. Du brouillage, intrusion, enfin tout ce que l'on connaît sur ce que l'on sait faire en termes d'éthique. Il y a des pistes techniques dessus, et il y a des pistes doctrinales. C'est-à-dire il y a une façon d'utiliser l'éthique qui limite les risques, mais il y a aussi des pistes techniques. Et quand on manque d'argent, on ne peut pas tout faire par la technique. Il faut bien connaître la technique pour savoir comment faire évoluer la doctrine de façon à remplir le job in fine avec un niveau de risque qui est acceptable. Et cet équilibre, je crois qu'il peut être trouvé avec le forum que vous avez créé ici, au sein d'Alens. Une troisième piste qui est la réalité augmentée, ça a été bien évoqué. Je crois que c'est un véritable domaine dans lequel nous avons à nous investir. Alors en tant qu'ancien commandant des forces aériennes, quand je cherchais comment amener l'entraînement des forces de combat au niveau le plus élevé, avec les ressources que nous avons, il est évident que ça passe par la simulation. Et cette piste de la réalité augmentée, c'est-à-dire, ça a été cité ici, prendre 2 avions en vol et puis rajouter autour 2 avions simulés pour mettre le poids voulu à la mission. Cette piste est extrêmement intéressante et il n'y a pas que Montbéliard qui peut travailler sur ce sujet, mais Montbéliard peut le faire, très clairement, ça a été démontré ce matin. Et enfin, l'utilisation de tout type de technologie pour partager la situation et pour échanger de façon discrète et robuste des données. Par le « et robuste », ce que je veux dire, c'est que, grosso modo, si on n'a plus de piles, il faut quand même que ça marche. Ça ne veut pas dire qu'il faut des capteurs, machin, bidule, truc chouette, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un backup avec des moyens humainement réalisables. Ça peut être une radio, le backup, ça peut être ce que vous voulez. Mais il faut qu'il y ait un backup qui fonctionne derrière. Si le truc ultra sophistiqué, pour une raison quelconque, ne fonctionne pas. On a tous des ordinateurs qui de temps en temps nous expliquent qu'ils s'arrêtent. Bon, bah c'est quand même bon d'avoir une petite calculatrice à côté et un téléphone branché sur le mur pour compenser ce que fait pas l'ordinateur. On en fait beaucoup moins, c'est beaucoup moins performant, mais on continue à avancer. Donc, des échanges de transmission qui soient robustes, de façon à ce que quand nos hommes sont au combat et que les piles tombent en panne, ils n'en meurent pas tout de suite.
Dans tout cela, il faudra faire attention, ça a été évoqué, à laisser l'homme au centre de la décision, ne pas se faire dépasser par la technologie. C'est tellement bien de se dire, bah tiens, on va faire une petite boîte qui va permettre d'accélérer le tempo parce que bah, la décision sera prise par la boîte. Non. Surtout au combat, surtout quand on fait des systèmes de combat, il est essentiel d'aider l'homme à prendre sa décision, mais c'est lui qui la prend. Il ne faut pas de décision en boîte. Un système expert, même qui propose une décision, ça n'est pas bon. Il faut un système expert qui expose la situation. Le mec prend sa décision, ou la femme, hein, parce que donc l'humain prend sa décision, et à partir de là, le système continue à l'aider à assumer sa décision, parce que une décision prise au bon moment, c'est-à-dire sans les éléments, forcément, sinon c'est plus une décision. Une décision prise au bon moment est une décision qui comporte des inconvénients qu'on n'a pas toujours vus. Et quand on tombe dessus, il faut pouvoir pallier, et donc assumer sa décision en allant un cran plus loin. Et là, on a besoin que des systèmes nous aident à comprendre ce qui se passe, et ça c'est extrêmement compliqué à faire, mais on n'a pas besoin qu'ils décident à notre place, surtout pas. Donc laissez l'homme au centre de la décision. Et ensuite, il y a forcément, ça a été évoqué aussi, des débouchés hors défense de ce qui a été fait jusqu'à présent. Le colonel Granier évoquait les pompiers, ça me paraît être un exemple tout à fait frappé au coin du bon sens. De toute façon, je suis pas surpris que vous ayez des remarques frappées au coin du bon sens, Granier. Mais il y a des retombées immédiates à l'extérieur. Avec ce petit bémol, attention, ne pas diffuser des technos qui, en proliférant, vont nous empêcher de faire nos métiers, vont créer des menaces nouvelles. Là, je comprends bien le principe, la pratique, c'est à vous de la regarder de près pour savoir qu'est-ce qui peut être diffusé là-dedans, dans le monde extérieur. Donc je pense qu'il y a, d'après les débats de ce matin, du pain sur la planche pour Numérica. Et de façon très concrète, deux choses ont été évoquées. Donc l'AELI peut devenir un domaine dans lequel la France prenne le lead pour en faire une capacité, et la France serait le leader de cette capacité, le porteur de cette capacité au sein de nos alliés, au sein de l'OTAN. J'aime bien l'idée, et plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et donc j'aurais tendance à sponsoriser la deuxième idée, qui est la création quasi immédiate d'un think tank, et d'un think tank qui permette une réflexion soutenue par l'expérience. Parce qu'ici, vous avez cette capacité extraordinaire d'avoir des expériences derrière les idées, et on prend une idée, et puis, au travers d'une réalité virtuelle, au travers de ce que vous voulez, on regarde ce que ça donne. On se dit, tiens, et si un petit drone pouvait faire comme ça? Ouf, des petits drones, vous en avez montré. Vous savez tout de suite regarder si le concept a du sens. Et ça, c'est vraiment, je pense, un débouché qui serait tout à fait intéressant pour le pôle Numérica et puis pour cette initiative entre l'industrie, enfin les PME, l'université et la défense. Voilà ce que je voulais dire sur ce matin. J'ai préservé quelques minutes pour le sujet qui doit être écrit quelque part. Évolution technologique ou changement de paradigme, stratégie aérienne au centre de nouvelles doctrines interarmées. Bien. Alors, premier point, la doctrine. La doctrine, ça a été dit ce matin, c'est comment on fait. Une doctrine, normalement, en toute logique, suit un concept. Le concept, c'est à quoi ça sert. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Puis après, comment on le fait? Ça marche jamais comme ça. Ça marche jamais comme ça. C'est-à-dire que on a un besoin, on commence à le faire, et ensuite on se dit, mais si j'écrivais dessus, donc au mieux on écrit une doctrine puis un concept, au pire on commence par le concept, et là on met très longtemps, et puis après on écrit une doctrine, mais il y a une constante, c'est que personne ne les lit. C'est une constante. Alors, j'étais effondré de m'apercevoir de ça, lorsque j'étais directeur du centre de doctrine interarmée.
Un exemple très simple, CPCO, il y a une crise qui sort, évacuation de ressortissants. Et là, au bout de 10 heures de réunion, ils se disent, mais tiens, faudrait faire venir un tel parce que lui, il a les réponses à sa question. Et le un tel en question était un officier qui sortait du CICDE et était arrivé avec la doctrine sous le bras. Donc en 10 heures, il avait eu le temps de la réviser. Et il a dit, ben écoutez, pourquoi vous faites ça? Ça n'a rien à voir avec la doctrine. Ouais, mais la doctrine, bon, c'est bien la doctrine, mais là, faut qu'on y aille. Eh ben les gars, ils ont pris la doctrine et en 1 heure et demie, ils ont tout révisé et leur truc était prêt. Donc si elles sont pas lues, c'est plus par des habitudes que parce qu'elles ne servent à rien. Les doctrines sont utiles, je prétends qu'elles sont bien écrites. En tout cas, elles sont écrites dans la douleur, parce qu'il faut se mettre d'accord, parce qu'il faut se comprendre. Et de temps en temps, on n'y arrive pas. Et quand on sort un papier qui n'a aucun sens, on n'ose même pas le présenter au chef d'état-major des armées pour le faire signer. Donc le sujet tombe parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et c'est un sujet intéressant. Donc, doctrine, oui, c'est bien d'écrire des doctrines, ça serait mieux de les lire. De là à être capable d'écrire une doctrine avec une stratégie aérienne qui soit au centre, j'imagine, mais rien que le titre, j'imagine la première réunion en interarmée sur ce sujet-là, ça va être rigolo. On peut faire ça aux alentours du 1er avril, mais non, on ne peut pas. En revanche, de plus en plus, mettre dans la doctrine la réalité que l'on vit depuis le début de l'Afghanistan, qui est que la 3e dimension. Je ne parle pas de l'armée de l'air, je parle bien de la 3e dimension. C'est notre asymétrie vis-à-vis d'eux. Vis-à-vis de nos adversaires depuis 2001, la 3e dimension, c'est notre asymétrie. Ça, à mon avis, ça doit rentrer un petit peu plus dans les modes d'action, donc dans les doctrines. Je ne suis pas en train de dire il faut mettre de l'avion de chasse partout. Voilà, la 3e dimension, les 3 armées en ont, même la gendarmerie en a de la 3e dimension, donc je ne dis pas ce que ça doit être comme matériel, mais c'est notre asymétrie. Cette asymétrie, elle va nous aider encore dans les années à venir. Et c'est dommage d'attendre que le terrain apprenne à s'en servir et de ne pas le mettre au centre. Donc, je ne le rédigerai pas comme ça, mais je suis d'accord avec l'idée. Il n'y a pas assez d'actions coordonnées 3e dimension dans nos doctrines, virgule. Tant qu'elles ne sont pas lues, c'est pas très grave. Voilà ce que je voulais vous dire pour conclure, puisqu'il faut que je rende le micro à l'heure, que je rende le micro à Monsieur le Ministre. Je voudrais vous confirmer que j'ai passé un excellent moment ici, pas uniquement derrière le pupitre, parce que je suis comme tout le monde, j'aime bien parler, et puis quand on me donne l'occasion de m'exprimer, je ne la rejette pas, mais le niveau de ce qui a été réalisé ici et l'idée de base de cette association université PME armée me semble être d'un excellent niveau, et je voulais vous en remercier.